uniquement parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est des endroits avec une espèce de fusion avec, et bon, c'est des endroits qui me rassurent aussi parce que je les connais bien. Et vous savez qu'on est tous dans ce métier très inquiets. On ne sait jamais si ce qu'on fait conviendra, si on n'est pas en train de rater à notre tournage, etc. Là, je sais que ce sera comme je le veux. Pas forcément bon, c'est pas un critère de qualité, mais ça revient sans arrêt, volontairement. Je voulais savoir par rapport aux références du film, on en voit pas mal qui se rapportent à la Rose de Verre. Et je voulais savoir si ça faisait partie de vos favoris dans votre filmographie. Ça ne fait pas partie de mes favoris, mais j'ai eu plaisir à mettre des extraits de la Rose de Fer parce que ça a été mon plus gros échec. Et c'est compréhensible d'ailleurs, parce que c'est un film à deux personnages dans un décor unique, c'était pas évident. Et bon, donc, si vous voulez, ce film-là, en salle, peu de gens l'ont vu. Il a été un échec énorme. Donc, je me disais, ça ne fera pas trop redite. Ça fera pas trop. Les gens découvriront des images qu'ils n'ont pas vues. Même qu'il y a des extraits, même assez longs, d'un film qui n'est jamais sorti en salle, qui s'appelle Perdu dans New York, et qui était destiné à la télévision, naïvement destiné à la télévision. Et donc c'est un film qui dure 1 heure. Et ce film n'étant jamais sorti en France, bon, il était exploité ailleurs, et je me disais, ça fera des éléments inédits. Monsieur. Oui, justement, je voulais rebondir un peu sur cette partie de la distribution de vos films, des périodes des 60, où montrer les femmes nues, la censure, etc., tous ces problèmes de distribution, de voir vos films qui sont quand même pas faciles. Vous habitez Paris, c'est encore possible, vous habitez à Lyon, encore peut-être, mais dans votre ville, vos films ne passent pas. Non, non, voilà, bien sûr. donc, ce problème de distribution, il est quand même... vous avez été concerné par ce problème, quand même. Oui, bah bien sûr. Parce que les choses ont bien changé dans le cinéma français. Je me souviens que, à l'époque de premier film, Le viol du vampire, La vampire nue, et même Le frisson et le requiem, enfin, ça pour les 4 premiers, ils sortaient dans toute la France. Et c'est interdit au moins de 18 ans, à l'époque, c'était comment? Oui, il y avait moins de 18 ans. Ils sortaient même dans les petites villes ou un petit village. Ces films-là passaient. Bon, parce que les circuits étaient comme ça. Maintenant, pour sortir un film de Paris, il faut déjà que la presse en parle, on les en place un système, qu'il y ait une vedette, enfin, etc. Là, par exemple, sur La fiancée de Dracula, j'ai eu un article dithyrambique dans la Marseillaise, de Marseille, où ils ont fait toute une page, et le film n'est jamais sorti à Marseille. Je n'ai jamais réussi à le faire distribuer à Marseille. Bon, alors, évidemment, c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre pour produire ou distribuer des films de série B. Ça rentre dans la catégorie des films de série B, en principe, ces films-là. Bon, c'est pratiquement impossible. Maintenant, en plus, il y a énormément de villes où il n'y a plus de cinéma. Monsieur. Simplement, est-ce que vos films se sont exportés à l'étranger? Alors, j'ai toujours eu beaucoup plus de succès à l'étranger qu'en France. Sans ça, si c'était pareil à l'étranger, je n'aurais pas pu continuer ce métier. Mais les films se sont amortis, si vous voulez. On a récupéré un peu l'investissement grâce à l'étranger. Ainsi, par exemple, je suis un tout petit producteur et un tout petit réalisateur. Mais je suis un des seuls à avoir systématiquement vendu tous mes films en Amérique. Alors, pas cher, bien sûr. 3 sous, mais après, ils sont vendus en Amérique tous. Parce que c'est des films de vampires, tout simplement, ou parce qu'il y a des femmes nues, ou j'en sais rien. Mais on a toujours réussi à vendre l'Amérique. Alors, bon, c'est un gros marché, l'Amérique. Même s'ils achètent 3 francs 6 sous, c'est quand même un petit peu d'argent. Alors, grâce au DVD, à la vidéo et à ce marché-là, ça a permis aussi d'amortir des films qui, autrement, auraient été des catastrophes financières à près de 100%.
bah, J'ai une deuxième partie de la question après. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné votre vrai nom à Michel Jean dans le film? bah parce que c'est moi et c'est pas moi. C'est ce que dit Jean-Loup Philippe à un moment donné. Je suis Michel Jean, mais en même temps, je suis pas lui. Il y a énormément de choses, bien entendu, je ne cherche pas à le cacher, qui sont autobiographiques dans le film. Mais pas tout. C'est un cinéaste qui ressemble à Jean Rollin, si vous voulez. Parce que je fais le portrait avec ce que je connaissais, c'est-à-dire moi-même. Mais je ne peux pas, je me serais jamais permis de dire c'est Louise Buñuel, c'est Jean Renoir. Non, c'est bon. Et en plus, les extraits de films sont forcément les miens. Alors, parce que je n'ai pas les moyens. Il y aurait une autre lecture du film qui serait avec d'autres extraits, venant d'autres films faits par d'autres réalisateurs. Mais là, il y a une question financière qui rentre en jeu. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des films. Bon, j'aime bien Orson Welles, par exemple. J'aurais voulu acheter un extrait d'un film d'Orson Welles. Tout le prix qui a coûté celui-là, il serait passé. Alors, bon, les miens ne coûtaient rien. Alors, tout ça, ça a fait une espèce d'amalgame qui fait que je dis, bon, bah, c'est un peu mon portrait, mais faut pas que ça ait l'air prétentieux ou caisse, c'est aussi pas mon portrait. Toutes les allusions que vous faites dans le film, bah, par exemple, à un moment, on voit Prévert, on voit des bouquins, on voit Edith Piaf, je crois, il y a Gaston Modo, vous parlez de Gaston Modo, tout ça, c'est des trucs que vous aimez ou... Oui, d'une façon générale. Enfin, il n'y a pas Edith Piaf. Mais il y a d'autres chanteurs. Il y a Marianne Oswald, qui est une chanteuse que j'ai connue et que j'admirais beaucoup. À mon époque, c'était quelqu'un, Marianne Oswald. Maintenant, les jeunes générations ne savent plus qui c'est, mais ils ont sorti un DVD, enfin, non pas un DVD, un CD, un CD avec toutes ces premières chansons. Bon, c'est tout à fait formidable. Mais ça passe rapidement, et personne ne le remarquera, parce qu'on ne sait plus qui c'est. Bon, mais j'ai conclu à mettre des bouquins ou des choses qui font partie de l'univers du cinéaste, qui évidemment il est mort à ce moment dans le film. Il avait quand même un certain âge, donc ce sont des souvenirs de mes années de jeunesse. Monsieur. Oui, alors, il y a une remarque qui a été faite concernant les rires. Connus, enfin du moins connus, mais il y a d'autres cinéastes qui ont aussi abordé, disons, enfin, qui ont abordé leur œuvre avec un peu de naïveté, de parfois d'humour. Oui, oui, bien sûr. On peut sourire de certains aspects de vos films, mais on peut prendre des gens qui ont été plus mis en avant officiellement que vous, et qui ont flirté, ou même qui ont plongé dans la naïveté à plein pied, comme Jacques Demy, par exemple. Oui, oui. On pourrait rire des films de Jacques Demy aussi. Ah bon, on peut rire de tout, bien entendu. J'ai vu des gens qui ont ri, alors j'ai jamais compris pourquoi. À une projection de ça, j'ai vu des gens qui ont ri à nuit et brouillard quand on voit les bulldozers qui remuent des centaines de cadavres émaciés. Et j'ai entendu des gens rire. Bon, on peut rire de tout. Mais en ce qui concerne mes films, je comprends très bien que les gens s'amusent, que les gens rient, parce qu'il y a une naïveté, évidemment, qui était au tournage, qui était à l'écriture, et que je vois, dont je me rends compte après coup, quand je revois les films. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Vous la revendiquez, cette naïveté? Je la revendique pas, mais je veux dire, je l'accepte. J'accepte que les gens rient, parce qu'il y a des images qui peuvent faire rire, ou des situations, ou des scènes qui peuvent faire rire des gens, et puis pour lesquelles d'autres gens le verront sous un autre aspect. Deuxième question. Tout à l'heure, je pense que vous avez parlé, ça, j'en suis sûr, parlé d'affinité de parenté avec Olivier et son univers. Vous parlez de la pornographie, de l'érotisme. J'ai pas parlé d'affinité, j'ai parlé d'une sympathie, comme ça, et puis surtout d'une identification avec elle et avec le personnage que j'avais écrit. Je dis, bah, elle peut effectivement jouer ce personnage, parce que, contrairement à ce qui paraît, quand on la voit ou quand on connaît un peu sa vie, tout ce qu'elle fait, c'est très provoquant. Mais elle-même, en elle-même, elle m'a paru quelqu'un de tout à fait naturel. Je crois y
Oui, alors ça, là, pour la pornographie, une chose que j'ai défendue par principe. Est-ce que vous pourriez en dire prendre votre vision par principe justement Ben, parce que certaines personnes, dans le style de Ovidie, comme un peu Brigitte Lahaie aussi, pratiquent la pornographie, on pourrait dire intellectuelle, si vous voulez. Ovidie est intellectuelle, elle a fait des études, elle a lu, enfin, elle a même écrit. C'est une intellectuelle, mais c'est une intellectuelle provocatrice. Quand on la voit, la première fois que je l'ai vue, j'avais jamais vu nue, évidemment, je n'avais pas vu ses films. Donc la première fois que je l'ai vue nue sur le plateau, j'ai été un peu estomaqué, parce qu'elle est tatouée de la tête aux pieds, par exemple. Et pour ça, il faut la voir nue. Comme on l'a vu qu'habillée jusque-là, puis bon, c'est pas mon habitude de faire déshabiller les gens. Elle me l'a dit d'ailleurs, au moment où il a fallu se déshabiller devant les caméras, elle m'a dit, tu sais, je suis tatouée. Ben, bon, elle est tatouée. Elle avait des phrases, je ne sais pas des chiffres, mais des phrases entières tatouées autour des mollets, comme ça. Bon, il y avait certains de mes collaborateurs qui étaient horrifiés. Enfin, c'est plus le personnage. Peut-être que c'était pas le personnage, mais c'était un personnage, en tout cas, qui me convenait très bien. Et puis bon, je trouve que c'est, sur le plan comédie, c'est très bien débrouillé. Monsieur, oui. Je voulais savoir quel était votre point de vue sur le cinéma fantastique actuel. Je serais presque me taire. Bon, le cinéma fantastique actuel, c'est évidemment c'est le gore, c'est ces choses-là. C'est un cinéma complètement invertébré, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus. C'est une suite d'effets, oui. Gore, bon. Mais il y a quand même, dans le cinéma actuel, il y a des œuvres qui surnagent, qui sont, par exemple, un film comme The Others, les autres. C'est une œuvre très importante, je trouve. C'est un très beau film. Il a eu d'ailleurs un certain succès. Bon, il y a 2 ou 3 films comme ça qui sont exceptionnels. Alors il y en avait plus. Maintenant, il y en a une fois de temps en temps.